à notre live, d'accord? Donc, je vais vous envoyer une invitation là main tout de suite. Quand vous avez fait, c'était par téléphone, c'est ça? Oui, oui, je le fais par téléphone, c'est mieux. C'est mieux. Ok, donc tout de suite. Allô? Oui, Oh, finalement. enfin, Monsieur Loca, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Merci pour l'invitation. Il n'y a pas de. Est-ce que vous pouvez augmenter un peu le son? Volume. Comme ça ira mieux? Attends. Ça va mieux comme ça? Vous m'entendez très bien? Oui, oui, je vous entends bien. Non, moi pas encore. Je vous entends. Attends, le volume est un peu faible. Juste vous rapprochez un peu le téléphone, c'est tout? Rapprochez un peu pour qu'on puisse vous entendre mieux. Attendez un instant, je fais comme ça. Comme ça, c'est mieux? Un peu, attends. Je vais poser la question aux gens qui nous regardent. Ça va الصوت يا جماعة؟ تسمعوا فيه مليح؟ Oui, c'est mieux si vous avez les Je vais écouteurs essayer. là, c'est mieux. Je vais essayer avec le microphone comme ça. Comme Ok, ça c'est va mieux? Asdin, ok. C'est mieux comme ça? Est-ce que c'est Vous mieux comme m'entendez ça? très bien? Attendez. Oui, ça va. Oui, maintenant ça va. Très bien. Parfait. Ok, bonsoir Monsieur Loca. On s'excuse pour ce petit retard. À tout le monde, on a eu un petit problème juste pour connecter à Facebook et tout. Donc, je suis très content de recevoir aujourd'hui un des experts du tennis, Monsieur Luca Apino, c'est un Italien qui a travaillé à un moment donné à la Fédération tunisienne de tennis. Il a été
notamment avec notre championne Ange Jabber. Aujourd'hui, on va parler un peu du tennis tunisien et du tennis d'une façon générale. Voilà, pour qu'on soit beaucoup plus précis. Est-ce que, Monsieur Luca, pouvez-vous vous présenter aux gens qui vous ne connaissent pas très bien? Quelle est votre expérience dans le tennis, votre parcours dans différentes fédérations, dans différentes académies? Comme ça, beaucoup de gens ils vont avoir encore plus une idée claire sur notre invité. Oui, bon, vu mon âge, l'histoire est un peu longue. J'essaie de la raccourcir. J'ai commencé comme entraîneur dans un club de tennis jusqu'en DOG 3 écoles de tennis. Après, je suis parti faire une expérience dans le scouting, dénicher des talents. Donc, j'ai travaillé pour une marque qui s'appelle Babola. Et j'ai inventé une méthode pour dénicher des talents. Et en 10 ans, j'en ai trouvé 5 âgés entre 11 et 15 ans qui sont devenus par la suite numéro 1 mondiaux. Et une dizaine qui sont rentrés dans les 50 premières. Au bout de 10 ans, j'ai eu envie de retourner sur le terrain. Et là, j'ai commencé à travailler avec des professionnels, notamment Kaya Kanepi, que j'ai amené dans les 20 premières mondiales. Après, j'ai travaillé avec d'autres joueurs et joueuses jusqu'à quand, en 2000, j'ai écrit un livre avec Tony Nadal entre-temps. Oui. Et en 2009, et un nouveau en 2021. Et après, en 2010, j'ai rejoint la fédération tunisienne comme DTN et pour entraîner Ons Jabber, que avec moi, quand elle était avec moi, elle a gagné Roland Garros Junior. Oui. Après, malheureusement, dû aux conditions suivantes à la révolution du jasmin, j'ai dû faire un choix de famille, donc rentrer en Italie parce que c'était plus possible avec les changements du ministère du Sport, les problèmes de budget qu'il y avait et tout, donc j'ai dû démissionner. D'accord. Et par la suite, j'ai entraîné encore d'autres joueurs et joueuses, certains d'entre eux dans les 100 premiers, comme Donna Vekic, comme Pavic, et ainsi de suite. Et à partir de 2014 aussi, j'ai créé Tennis Talents, qui était une société qui est vouée à aider des jeunes talents à se développer dans le monde du tennis, donc soit pour poursuivre une carrière professionnelle, soit pour aller à l'université par la suite. Ah, ok. J'ai inventé aussi une méthode d'entraînement que j'ai appelée Tennis Formula et que Tennis Talents Formula, que j'ai commencé à appliquer. J'avais appliqué aussi au sein de la fédération tunisienne quand j'avais créé un programme de formation continue pour les entraîneurs, que malheureusement, pour les raisons que je viens de dire, il s'est arrêté bientôt, mais j'ai développé ça, donc je vais dans des congrès mondiaux pour faire des formations. Et on a un centre d'entraînement en Croatie, au siècle, un autre à Budapest, en Hongrie. Et moi, particulièrement, je surveille un peu le tout et je travaille plus à côté de 5-6 joueurs éparpillés dans le monde qui ont l'aspiration de devenir des joueurs professionnels. Donc maintenant, vous êtes installé en service, c'est ça? Non, je suis installé en Italie, je vis avec la famille en Italie, mais pour des raisons de travail, je suis souvent à droite et à gauche dans le monde. En ce moment, je suis en Slovaquie pour travailler avec une fille junior ici. D'accord, très bien. Et la base, ça va être à partir de 2024 en Croatie. D'accord, Monsieur Luca. Actuellement, Monsieur Luca, la scène du tennis tunisien, elle connaît des défis. Quels sont, selon vous, les principaux obstacles auxquels la Fédération tunisienne de tennis est confrontée en termes de stratégie de développement? Surtout que vous avez travaillé là-bas, vous avez une idée sur
la situation du tennis tunisien. Quels sont, selon vous, les défis que le tennis tunisien, vous voyez que ça empêche le tennis tunisien à évoluer énormément. Bon, c'est vrai qu'après, Ons Jabeur, ce qu'elle fait maintenant, c'est extraordinaire. Mais derrière, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, la promesse est que je ne connais pas bien la situation actuelle. J'ai eu l'occasion de parler avec des entraîneurs tunisiens. Donc, un des derniers, c'était Shakib, que j'ai trouvé dans un tournoi au Bahreïn. Oui, c'est il y a, oui. il y a, il y a quelques mois, qui me faisait un peu partie de ces soucis, de ces problèmes avec le tennis tunisien en général. Je ne connais pas la situation. Je sais que Selma est la présidente depuis maintenant une dizaine d'années. Oui. Ce que je peux vous dire est que les jeunes Tunisiens sont à la base comme tous les autres dans le monde. Ils ne sont pas meilleurs et pas pires. D'accord. Les entraîneurs tunisiens, j'en connais des bons, donc ce n'est pas un problème d'encadrement. C'est probablement un problème de structure. Je ne sais pas si le Centre national travaille encore ou pas. Non, non, pas encore, non. Pas comme avant. Moi, pour me préparer un peu à cette réunion, à cette occasion, j'ai regardé un peu le classement ATP et WTA des joueurs et des joueuses tunisiens, et je constate que les trois premiers classés, deux, trois premiers classés sont des joueurs que j'avais amenés au centre national. D'accord, oui. Soit à plein temps, soit à temps partiel, comme c'était le cas de Aziz Bougaz. Mansouri. Par exemple, Mansouri était là plus souvent. Aziz Bougaz. Bechri, la fille, Shiraz Bechri. Shiraz Bechri. Et aussi Ben Fadel aussi, on la suivait, elle s'entraînait à Monastir. Ouais. Donc, je pense qu'il y a besoin d'une mentalité, première chose. Il y a besoin d'une mentalité, il y a besoin de dirigeants qui fassent les dirigeants. Il y a besoin d'un directeur technique. Et il y a besoin que le Centre national reprenne son activité. Très bien. Comme mon fils dirait, ça va sans dire, il faudrait aussi un budget. Bien sûr. Là, je ne connais pas la situation économique et financière de la fédération. Je pense que ONS pourrait aider aussi d'un point de vue financier, mais pas pour balancer de l'argent, pour investir sur un projet. Actuellement, d'abord, quand vous avez travaillé, M. Loka, vous avez travaillé avec M. Mahrez Foussaïn, c'est ça? C'était lui le président. Oui. Oui, voilà. Donc, et Mme Salma, elle était, si je ne me trompe pas, membre fédéral. Elle était membre à la fédération. Oui. D'accord. Et comment vous évaluez tout d'abord votre passage là? Vous avez passé presque une année en Tunisie. Comment vous évaluez votre passage à la Fédération tunisienne de tennis? Pour ce qui me concerne, je veux dire que c'était pas facile, mais j'étais mis dans les conditions, en travaillant beaucoup, de commencer à faire ce que je voulais faire. D'accord. Si vous voulez, le problème un peu est venu quand on a gagné Roland Garros Junior. Parce qu'elle demandait un suivi constant, mais la fédération aussi avait besoin de ma présence. C'était difficile un peu d'être au four en moulin. D'accord, je vois. On était en train de réfléchir à une solution comme ça, mais après, ça arrivait le début de l'année scolaire. Moi, j'avais la famille là-bas et de rester avec les conditions de la révolution, c'était pas agréable, oui. C'était pas très agréable. Mais je pense qu'il y a besoin là-bas, il y a besoin d'une direction
Et Euh, d'un comité président, direction, Maintenant, secrétaire oui, oui. général assez fort. Pour la situation maintenant, pour l'argent, la fédération, elle fait du bon travail. C'est-à-dire, financièrement, grâce au tournoi, au futur, organisé toute l'année à Monastir, la caisse, on a de l'argent, on n'a pas de problème. Mais le problème, c'est beaucoup plus stratégique, c'est beaucoup plus, comme vous avez dit, mettre un plan de travail, ramener un directeur technique, faire un centre national d'entraînement, avoir des bons entraîneurs aussi. Donc, est-ce que vous pensez que ce travail-là est important, tout d'abord, ou non? Et comment on puisse l'adapter pour la Tunisie? Ben, je pense que c'est essentiel. S'il y a le budget, après, c'est seulement une question de volonté. De D'accord. volonté, de mettre un DTN dans des conditions de travailler, de développer, d'avoir une collaboration avec le club, mais de créer aussi une mentalité auprès des jeunes qui soit d'émulation aussi pour ceux qui a fait ONS. C'est clair que ONS, comme Malek Jaziri, que j'avais ramené en Tunisie comme base, sont des exceptions parce que les champions sont toujours des exceptions. Donc un pays comme la Tunisie, comme tous les autres pays, ne peut pas penser qu'un système va ramener les champions. Mais un bon système doit ramener un mouvement et créer les conditions d'émulation pour les champions. D'accord, très bien. Très bien. Et nous, sincèrement, on était très contents de voir l'Italie gagner la Coupe Davis après, je pense, une dizaine, vingtaine d'années, c'est ça? 47 ans. Oh, 47 ans, voilà. Donc, vraiment, on était très contents et surtout pour le travail qui a été fait en Italie durant ces 12 dernières années. On a vu des très bons joueurs comme Sinner, Berrettini. On a vu aussi à l'US Open, je crois, j'ai fait le calcul, il y avait 20 ou 25 joueurs italiens entre le tableau garçon et le tableau fille qui ont participé dans un grand chelem. Déjà, c'est. Voilà, vous avez une armada de joueurs. Après, la qualité, ça va venir. Euh, Pouvez-vous, Monsieur Luca, nous donner beaucoup plus précisément quelle stratégie elle a fait l'Italie dans le tennis pour voir ce développement sur le plan financier, sur le plan formation des entraîneurs, sur le plan gestion. Si vous pouvez nous éclaircir un peu, parce que le modèle tunisien peut ressembler un peu à l'Italie. On a à peu près le même climat, la morphologie, elle est un peu la même. Reste bien sûr la condition et l'historique du pays. Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant cela? En Tunisie, il y a deux conditions qui sont extraordinaires. Un, c'est le climat. Deux, le fait qu'il y ait beaucoup de tournois. Ça, c'est deux conditions qui sont indispensables pour aider les joueurs à s'entraîner et d'un côté et à progresser de l'autre côté. La formation continue des entraîneurs, je pense que c'est essentiel pour donner une voie et une méthode que, au contraire de la méthode espagnole, par exemple, ne mettent pas tous les joueurs sous, dans un moule, avec un style de jeu, mais qui arrive à sortir pour chaque joueur son style. Parce que sur la technique aussi, on peut discuter un peu, mais sur le style de jeu, on ne peut pas discuter. Donc, ce qui est important, c'est l'efficacité. Il y a des passages techniques qui sont essentiels, bien évidemment, parce que à la fin de l'histoire, le tennis, c'est une question de physique. Il y a une balle qui est envoyée d'un côté à l'autre du terrain, avec une certaine vitesse, des rotations. C'est vrai que le tennis demande de plus en plus d'être habile, d'être rapide, d'être intelligent, de se donner à fond, parce que comme tous les sports, et surtout les sports de situation, tout va plutôt vers la vitesse.
et la compétition est énorme. Donc, la formation des entraîneurs, c'est essentiel. Je pense que la Tunisie ne doit pas suivre un modèle d'autres pays, mais doit construire son propre modèle. Cette mentalité, je pense que pourrait s'acquérir mieux dans un centre technique national qui fonctionne, alors qu'en Italie, il y a eu le passage inverse. C'est-à-dire que les meilleurs joueurs sont aidés par la fédération, sont suivis, sont monitorés, mais sont aidés par la fédération à se développer avec son propre coach. C'est un passage que la fédération tunisienne, à mon avis, devrait faire en deuxième. Donc, si j'ai bien compris, en Italie, les meilleurs joueurs, au lieu de les rassembler dans un centre d'entraînement, ils ont laissé les joueurs dans les clubs et la fédération a chapeauté le projet. C'est ça? Exactement. Exactement. D'accord. Parce qu'avant, ils avaient essayé de faire le processus inverse et ça ne fonctionnait pas. Parce qu'il fallait déraciner des joueurs. Vous savez, la Tunisie, un pays déjà qui est plus petite. Tunis centralise beaucoup. L'Italie, c'est très varié. C'est de Milan à Rome, à Naples, à Turin, Venise. C'est beaucoup d'heures de voyage. C'est déraciner les joueurs. Alors que je pense qu'un centre national en Tunisie serait la meilleure façon de partir sur le projet. Comme je disais aussi, pour construire une mentalité. Le joueur ne doit pas être confronté à une mentalité de club, mais doit être confronté et se mesurer avec des autres qui ont l'ambition de réussir. D'accord. Donc, et cette méthode-là, M. Luca, comment la fédération a fait la gestion de ces jours-là? C'est-à-dire, elle est responsable du financement ou il y a des objectifs bien déterminés que le joueur, comme vous avez dit, doit les atteindre et c'est des contrats d'objectifs. C'est-à-dire, plus précisément, comment ça se fait sur le plan pratique? C'est-à-dire, j'ai les meilleurs dans des académies, dans des clubs. Comment la fédération, elle peut chapeauter ça? La fédération invite ses joueurs avec leurs entraîneurs pour essayer de comprendre comment ils évoluent, quels sont leurs programmes et tout. Et après, les financements sont sur la base de deux critères. Un critère, c'est le potentiel estimé et l'autre, c'est sur la base des résultats. C'est clair que plus on progresse, plus on a besoin, par exemple, de voyager, plus on a besoin d'être soigné comme il faut, d'avoir un physiothérapeute, d'avoir un préparateur mental des fois. Donc, il vient en aide un peu avec tous les frais qui sont conséquents à une amélioration du joueur qui demande un environnement de plus en plus professionnel. D'accord, c'est-à-dire si on prend l'exemple de Sinner ou de Sonego ou de Berrettini, c'est des joueurs qui ont été formés dans leur académie ou dans leur club, ils ont été chapeautés par la fédération, c'est ça? Il y a des techniciens de la fédération qui accompagnent, qui se consultent avec les entraîneurs locaux. C'est un peu le travail que moi je fais au niveau international avec des jeunes particuliers. Ça veut dire que je les chapeaute avec leurs entraîneurs pour essayer de les laisser le plus longtemps possible dans leurs environnements. Très bien, c'est contrairement à ce qui se passe en France. En France, c'est un autre système. Ils font le contraire, ils rassemblent les meilleurs au centre de Roland-Garros et c'est les fédérations qui gèrent tout. Oui, je pense que la France a une organisation qui est super d'un point de vue organisation. J'aurais quelques soucis avec la méthode parce que je pense qu'il se base un peu trop sur la technique et sur le fait d'avoir des bons soldats. Alors que les joueurs doivent être des chefs, pas des soldats. Parce que sur le terrain, il faut qu'ils s'imposent, il faut qu'ils développent leur style. La fédération française, par rapport à ce que je savais, j'ai habité une dizaine d'années en France avec ma famille. Elle est très bien organisée, mais tout le monde est un peu dans un moule.
les directives, tout le monde doit suivre les mêmes directives, que parfois sont un peu trop strictes. Là, je ne sais pas si les choses sont en train de changer. Changer un peu, oui. Si j'ai bien compris, c'est-à-dire maintenant, on parle beaucoup plus d'un modèle de performance. C'est le modèle du performance du joueur. C'est-à-dire, il a ses qualités, il a son style, il a ses points forts, il a ses points faibles. Et on essaie d'améliorer tout pour qu'il puisse continuer dans son chemin. C'est ça un peu. Exactement. Le meilleur entraîneur est celui qui arrive à sortir le meilleur de chaque joueur, qui trouve la façon de faire sortir le mieux de chaque joueur. C'est ce que l'entraîneur peut faire. Après, si on a un champion, c'est clair qu'on l'aide à s'exprimer comme il faut, mais ce n'est pas l'entraîneur qui construit le champion. C'est l'entraîneur qui accompagne le joueur à se développer de la meilleure façon possible. D'accord, d'accord. Pour le système, en tout cas, j'ai bien compris là, le fonctionnement. Concernant les entraîneurs, Monsieur Lucas, c'est vrai que vous avez des très bons coachs pour avoir des très bons joueurs comme ça. Et comment le système fédéral il fonctionne pour avoir toujours des bons entraîneurs d'une certaine qualité? C'est la formation continue. C'est la formation continue, c'est tout ce qu'il faut faire, les études qu'il faut faire. Tout peut s'améliorer, hein, mais le concept est très bon et celui qu'il y a 10 ans, j'avais essayé de mettre en place en Tunisie. Oui. Là, c'est plus difficile parce qu'il y a un peu moins de culture de ça et la fédération italienne oblige aussi. C'est-à-dire que si on ne fait pas les formations qu'on doit faire, oui. on n'a plus le permis d'enseigner. Ah. Et donc, ça veut dire que si quelqu'un n'a plus le permis d'enseigner, le président est le responsable. Le président du club est le responsable s'il fait travailler des gens qui n'ont pas la licence. D'accord, d'accord. En Italie, il faut la renouveler chaque année. La licence pour le coach? Oui, la licence d'entraîneur, oui. Il y a 4 niveaux. Oui, il y a 4 niveaux? Il y a 4 niveaux. Donc, on commence comme assistant entraîneur. Après, on est entraîneur, une sorte d'entraîneur jeune avec des responsabilités. Après, il y a maestro qui était la plus haute. Après, ils en ont ajouté un autre qui est technicien. D'accord. Mais la plupart des meilleurs entraîneurs italiens ont le titre de maestro. Très bien, très bien, très bien. Je félicite tous les cadres techniques italiens hein, pour leur bon travail. Et leur financement, il se passe comment, Monsieur Lucas? C'est-à-dire les entraîneurs qui entraînent les bons joueurs sélectionnés par la fédération, ils sont payés par leur club, ou c'est partagé. Et la gestion de la carrière du joueur, elle se fait par les parents ou par leur club, ou c'est un partage entre la fédération et les parents et les clubs. Comment ça fonctionne là-bas, Monsieur Lucas? Alors, les entraîneurs sont payés, ça dépend des cas. Hein. En partie, ils sont payés par le club. En partie, ils sont payés par les joueurs. Certains sont payés seulement par le club, certains seulement par les joueurs. Et après, la fédération vient en aide. Vient en aide pour tout ce qui est une série de dépenses, de frais, qui inclut aussi celui de l'entraîneur. Après, ça dépend du niveau, ça dépend de beaucoup de paramètres. Paramètres. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez Ons arrive à ce niveau-là? Vous l'avez entraînée quand elle était junior. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'elle sera un jour en finale de Wimbledon, de l'US Open? Et comment est-ce que vous voyez elle va avoir une chance pour gagner un grand chelem? C'est une grande question que tous les Tunisiens se posent aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez là?
moi, c'était clair que depuis que je l'ai connu, je l'avais connu l'année d'avant, parce que en ce moment-là, je suivais depuis quelques mois 3 filles, dont une qui était celle qu'il a battue, Svitolina. Il a Oui, battu en finale en 2010. C'est là que j'avais eu le contact via un ami agent avec, avec celui qui était le président de la fédération tunisienne. Et que je me souviens que quand on avait fait le premier rendez-vous, il m'a dit, bon, on veut bien que vous venez ici, mais comme vous avez gagné le Grand Chelem avec Svitolina, l'année prochaine, il faut le gagner avec Ons. Moi, je lui ai dit, je vous promets que je ferai de mon mieux. Le gagner, ça sera la cerise sur le gâteau. Bon, c'est ah arrivé. oui, Euh, Moi, je pense qu'en continuant, en terminant sur 11, qu'elle a bien évidemment le potentiel de gagner un Grand Chelem. Elle doit seulement arriver à jouer le Grand Chelem en se faisant plaisir. Là, comme je la connais un peu, souvent je vois sur son visage, quand elle est sur le terrain, si elle est dans la condition de s'exprimer ou pas. Moi, je pense, après, c'est mon. Je change quelques messages encore avec elle. Maintenant, je pense que à un moment donné, quand elle arrive dans ces finales, elle sait qu'elle peut gagner. Et au lieu de se faire plaisir sur le terrain, je pense qu'elle sent un peu trop la responsabilité de l'événement. Et le fait d'accord. de bien vouloir performer, parfois la bloque. On a vu des finales ou des parties de finale où clairement elle n'était pas elle-même. Elle ne s'exprimait pas, elle n'exprimait pas son jeu. D'accord. Et une fois, ça peut être des raisons physiques. D'autres fois, 3 fois, moi je pense que c'est sentir cette responsabilité, sentir qu'elle est très près et, et vouloir ça à tout prix, et ça la bloque un peu. D'accord, d'accord. Navratilova a dit pour 2024, je parie sur Ons Jabeur pour gagner un grand chelem. Ah, je suis tout à fait d'accord qu'elle puisse le gagner. Hein. Elle l'a démontré, donc il n'y a pas de souci D'accord, à ce niveau. On lui souhaite, et je lui souhaite personnellement d'arriver à le gagner et d'en gagner éventuellement plus qu'un. d'accord. Après Ange Jabeur, on a Béchiri qui est maintenant dans les 900 WTA. Chez les garçons, on a Mansouri, Dougaz, que vous avez parlé tout à l'heure, Chargui aussi. Ils sont dans les 200, 300 ATP. Un peu en dessous, on a les juniors. La meilleure fille, elle est classée 300 ITF junior aujourd'hui. Le meilleur garçon qu'on a, il s'entraîne à Mouratoglou. Il est dans les 200 ITF, 180, 200. Euh, Pouvez-vous dire que après Ange Jabeur ou Anse Jabeur, c'est l'arbre qui cache un peu la forêt en Tunisie, où vous trouvez ça normal pour un pays comme la Tunisie avec les moyens qu'il a? C'est difficile d'avoir des joueurs au haut niveau. Comment vous pouvez évaluer cet état-là, Monsieur Loca? Je pense que ça serait possible, ça aurait été possible que la situation soit meilleure. Je ne parle pas de 50 premiers ou 100 premiers, mais je pense que s'il y avait eu après la révolution aussi était difficile, hein, ça il faut le dire pour plusieurs raisons que vous connaissez. Euh, mais je pense qu'en travaillant bien sur l'élan de Malek et de Ons, il devrait y avoir en Tunisie plus de joueurs entre 100 et 300 ATP ATP. et WTA. Un ou deux au moins. Un ou deux au moins. Très bien. Nous avons une présidente, Monsieur Luca, qui est à la tête de la fédération depuis 10 ans. Qu'est-ce que vous en pensez, les avantages ou les inconvénients d'une présidence à longue durée, dans le sport en général et dans le cas du tennis? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, Selma, je la connaissais bien à l'époque. Je ne la connais pas bien en tant que présidente parce que
je n'ai presque plus eu de relation avec, avec la Tunisie, avec le tennis tunisien. D'accord. Et donc, je ne peux pas dire. Si on dit qu'un joueur, on le juge par ses résultats, un entraîneur, on le juge pour les résultats de ses joueurs, et un président, on devrait le juger pour les résultats d'un mouvement. Je ne connais pas très bien la situation en Tunisie par rapport au classement et tout ça. Peut-être c'est pas idéal. Mais encore une fois, en connaissant pas les raisons, je ne peux pas dire que quelqu'un est plus coupable qu'un autre. Très bien. Par rapport aux pays africains, la Tunisie, elle est parmi les meilleurs. On ne va pas dire que c'est le meilleur pays maintenant, en tout cas pour le moment. Il y a le Maroc, l'Égypte aussi, l'Afrique du Sud. Mais tout le continent africain, quand on voit les joueurs africains, M. Lucas, sur le circuit professionnel, on est un peu loin, même on est trop loin. Comment vous en pensez là? C'est-à-dire que c'est des pays qui n'ont pas une grande historique dans le tennis, c'est des pays qui sont instables. Peut-être que ça peut influencer sur le sport et les fédérations. Comment vous pouvez lire ça? Moi, je pense que, comme j'ai dit au début, c'est une question de mentalité, une question de dirigeants. Moi, j'ai travaillé aussi en Égypte et les jeunes Égyptiens sont super. D'un point de vue physique, coordination, intensité, sont super. Mais il arrive à un certain âge, il n'y a pas la mentalité. Il n'y a pas la mentalité du sport. En plus, les organisations, donc les dirigeants, ne sont pas capables de faire des projets à long terme. Ils commencent avec la bonne volonté, on fait ci, on fait ça, on monte tout, on a le budget, on a la volonté et tout, on fait un projet à long terme et au bout d'un an ou deux, ils changent tout. Donc ce manque de programmation, ce manque de vue à long terme, de stabilité aussi. De stabilité et d'accepter aussi, de patience, Ouais. d'accepter qu'il y a des bons moments, qu'il y a des onces et qu'il n'y en a pas. Ça, il faudrait, et c'est pas une question seulement de nombre de joueurs. Vous voyez, l'Égypte est un pays qui est beaucoup plus grand que la Tunisie. Oui, oui, Mais oui. au niveau ATP, la Tunisie est mieux placée que l'Égypte. Oui. Donc, moi, je pense que la Tunisie, autant que le Maroc, sont des pays où il y a un peu un mélange d'arabique et de méditerranéen qui est un bon compromis. Je pense qu'il y a les conditions idéales d'un point de vue climatique. Les structures aussi ne sont pas mauvaises. L'élan qu'une joueuse comme Uns peut porter sont des choses qui mériteraient derrière une organisation digne de son nom et un projet à long terme digne de son nom. En plus, Très si vous me bien. dites que le budget, ce n'est pas un souci. Ok. Juste, beaucoup de parents en Tunisie, quand ils voient 11, c'est bien de voir une Tunisienne qui joue les grands chelems, les grands tournois au tennis, mais beaucoup de parents aussi qui sont en train de rêver avec leurs petits. Et 11, c'est bien qu'elle inspire tous ces parents, tous ces jeunes. Est-ce que vous avez des conseils pour ces parents-là, un petit message à leur donner? Parce que entre le rêve et la réalité, il y a toujours un laps de temps qu'on doit être un peu réaliste, voilà, dans la vie. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller les parents aujourd'hui qui rêvent pour que leurs petits deviennent comme Ons ou comme Malek? Alors, il faut tout d'abord que les enfants puissent prendre du plaisir à jouer, qu'ils prennent du plaisir à s'améliorer et qui arrivent à obtenir des résultats comme la conséquence de ça. Parce que si on pense aux résultats, alors on
fait pas le bon travail pour les jeunes. Très bien, très bien. Il faut faire confiance à des entraîneurs sérieux et essayer de construire des projets et pas un jour je vais dans l'académie X, un jour je vais à droite, un jour je reste au club, un jour je fais ci, un jour je fais ça, parce que le gazon du voisin est toujours plus vert. C'est un proverbe italien. Non, il faut être stable là aussi, éventuellement se faire conseiller et suivre par quelqu'un expert, mais suivre un projet pendant du temps. Très bien. On a beaucoup de jeunes qui, après leur bac, ils sont des bons joueurs à l'équipe nationale et ils ont aussi fait un bon classement ITF et tout. Beaucoup de jeunes, ils prennent le choix d'aller en Amérique, de faire l'université en Amérique. Est-ce que vous en pensez que c'est un bon choix? Est-ce que vous en pensez qu'un jeune qui part en Amérique, est-ce qu'il a encore de la chance pour faire une carrière professionnelle ou il doit faire le choix avant? Comment vous voyez ce choix-là, Monsieur Lucas? Moi, je dis toujours que le choix d'aller à l'université, c'est le choix B. C'est-à-dire que quand un joueur s'entraîne et il essaye de donner son maximum, la famille fait son maximum, la fédération derrière, si elle peut, fait son maximum, c'est pour devenir un joueur professionnel. Si on sent ou on voit que où on n'a pas, il peut y avoir beaucoup de raisons mentales, techniques, tactiques, financières ou de choix qu'on ne peut pas aller vers le professionnalisme, alors l'université, c'est un bon choix. Mais il ne faut pas espérer qu'après l'université, on devient des professionnels de très haut niveau. Ça, c'est un cas sur quelques dizaines de milliers. Quelques dizaines de milliers, je dirais. Les jeunes Ok. qui terminent les études universitaires et après reviennent sur le circuit, j'en connais très peu. Il y en a certains qui ont commencé l'université, qui ont fait 1 an ou 2 d'université et après ils ont eu des résultats super, formidables et alors ils sont passés au professionnalisme. Mais qui terminent l'université et après deviennent professionnels, j'en connais peu. Très bien. Les pays de l'Est, comme la Croatie, la Serbie, la République tchèque, ils sont des petits pays qui n'ont pas des gros moyens aussi, mais ils sont toujours là, ils ont toujours des champions, surtout au tennis. Comment vous expliquez ça, Monsieur Lucas? C'est-à-dire un pays qui est un peu, qui n'a pas les grands moyens, mais qui est là, qui est toujours derrière. C'est-à-dire si on fait en comparaison entre la France et l'Amérique et la Serbie, c'est rien du tout. Mais malgré ça, ils sont là. Si vous pouvez nous donner un peu leur philosophie de travail, leur secret, quoi. C'est la mentalité. C'est la D'accord. mentalité de s'investir, de faire son mieux, de trouver les situations les meilleures pour progresser. Et c'est pas toujours la faute du club, du coach, du ci, de là. C'est, il faut y aller. On veut y arriver. On veut y arriver parce qu'on veut y arriver. Pas parce on pense au résultat, mais on pense que si on travaille et on fait de son mieux, les résultats vont arriver. D'accord. Donc, il prend le tennis comme boulot, comme travail. Comme boulot, exactement, Voilà. exactement. Depuis le plus jeune âge. Dans les pays comme l'Italie, la France, l'Allemagne, même les États-Unis, c'est oui, le sport c'est bien, mais l'école c'est important. Et dans certains pays, l'école, ça veut dire 5-6 heures par jour. Alors que Oui. je me souviens quand j'étais au Centre national, le système entraînement école était super parce qu'on s'entraînait le matin, après les gamins allaient à l'école 4-5 heures par jour et après le soir, on pouvait s'entraîner à nouveau. Donc, si on devait sauter des semaines pour aller faire des tournois, il n'y avait pas de souci. Donc, je pense, moi, je toujours donné et parler de la Tunisie comme organisation,
comme un pays à l'avant-garde de ça. Le lycée D'accord. sportif était à côté du centre d'entraînement. Il y avait le centre de médecine du sport. Je me souviens quand j'étais avec Ons, j'avais mis à travailler avec elle Karim Chamari, qui est Oui, une le autre préparateur physique. préparateur physique, qui est un chercheur et qui a une excellence de la Tunisie. Oui, Maintenant, je crois qu'il travaille chez Aspetar oui, à Qatar, oui. Au au Qatar. Qatar. Il y avait le docteur, comment s'appelle déjà le docteur, docteur de la fédération Ah oui, oui, qui travaille avec l'équipe de foot. ça m'échappe, le docteur de la fédération. Le kiné, c'est ça, Non, le non, 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 docteur. non, non, le docteur, qui ne m'en veut Mancari, pas. monsieur Mancari. Non, non, Mancari. non, non, qui Non, ne m'en veut pas. C'était quelqu'un de très sérieux, très compétent, très attentif. Autour de nous, on avait créé une vraie équipe. Hein. Et il y avait certains qui me disaient que j'étais fou à créer une équipe de 5 personnes pour une seule joueuse. Mais là, on voit les résultats. C'est ça quand je dis d'accord. construire une mentalité, faire un boulot qui soit professionnel. Après, c'est clair que si la matière est bonne, on arrive à l'aider à s'exprimer à son mieux. D'accord, d'accord. Pour la détection, monsieur Loca, vous avez écrit un livre sur la détection des talents tout à l'heure quand on a commencé. Comment vous voyez le rapport entre le talent et le travail? C'est-à-dire, pour vous, c'est quoi le plus important? C'est le don tout d'abord ou un jour qui bosse, qui travaille? Et comment vous voyez cette relation-là? C'est les deux. C'est les deux. Mhm. C'est-à-dire que pour arriver au plus haut niveau, il faut du talent. Ça veut dire qu'il faut une prédisposition pour arriver à s'exprimer à un niveau qui soit très au-dessus de la moyenne. Après, c'est la qualité du travail qui permet au talent de progresser. Parce qu'un joueur, j'aime toujours dire qu'un joueur, il peut être seulement aussi bon que son envie et sa capacité de progresser continuellement. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien. Il nous suit actuellement des questions pour nos invités, Monsieur Lucas. Monsieur Anis, bonsoir. Ma question à Monsieur Lucas. Qu'en est-il du travail actuel en préparation mentale des joueurs au sein de la fédération et des clubs italiens? Merci et bonne soirée à vous. Là aussi, c'est du cas par cas. Si un joueur pense avoir besoin, avec son entraîneur, pense avoir besoin d'un support mental, parce qu'il y a des raisons, il y a des soucis pour se débloquer, pour arriver à s'exprimer au mieux, un préparateur mental est bien évidemment le bienvenu dans l'équipe. Là aussi, c'est du cas par cas. C'est l'entraîneur qui est un peu le chef du projet, que avec le joueur, éventuellement, s'il est très jeune, les parents du joueur, qui doit décider qui va intégrer l'équipe. Et ça se fait Ok, selon besoin. C'est pas le préparateur mental pour tout le monde. Le préparateur physique, oui. Un support mental, en premier, ça vient du coach. Après, s'il y a un vrai besoin qui va au-delà des compétences du coach, alors c'est le bienvenu. très bien, très bien, très bien. Pour le padel, aujourd'hui, il est un sport qui explose quoi, partout dans le monde, même en Tunisie. Qu'est-ce que vous en pensez de ce sport? Est-ce que vous avez essayé un peu de jouer au padel ou non? Comment vous voyez ce sport-là? Je ne suis pas connaisseur du padel, je ne le pratique pas, donc D'accord. je ne vais pas m'exprimer sur quelque chose que je ne connais pas. Je pense que le pickleball, qui est en Oui, train de oui, se oui. développer aussi en Europe, a plus de familiarité avec le tennis. Ça peut aider même les jeunes parce que il y a une balle qui va un peu plus lentement. Il y a des dimensions du terrain qui sont plus réduites. Et la bonne chose, c'est que si on a un minimum de coordination, après 1 heure de leçon, pour comprendre un peu les règles et comment ça fonctionne,
tout le monde peut jouer. Donc, ça peut être un amusement, un sport amusant, et ça peut être aussi une bonne initiation pour le tennis, je pense. Oui, oui. Sur le padel, je ne me prononce pas parce que je ne suis pas un connaisseur du tout. Ils se ressemblent un peu. Ils se ressemblent un peu, oui. Le pick and ball, c'est un peu en Amérique, ici au Middle East, et le padel, c'est un peu en France, en Espagne, Oui, on c'est a, plus, le padel, c'est plus européen et sud-américain. c'est ça, oui, c'est ça. Le pickleball qui arrive des États-Unis est en train de se développer d'une façon très importante aussi en Europe. Il y a Très bien, très bien. un vrai boom de terrain de tennis. Par exemple, la fédération italienne a intégré, avant le padel, mais là c'était une question d'augmenter le nombre de licenciés, Mhm. a intégré le pickleball et le met comme activité pour initier les jeunes au tennis dans les écoles. Parce que Ah, c'est bien ça. les balles, les dimensions du terrain et tout, c'est une autre façon, à part le mini-tennis, de commencer de mettre les jeunes au sport de Dès le raquette, jeune âge, dès à le jeune âge. pratiquer, oui. Et maintenant, le padel, il existe en Italie avec les fédérations ou non? Oui, 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 Oui. absolument, absolument. C'est un sport qui est très important et très développé en Italie. D'accord. On a une autre question. À votre avis, qu'est-ce qui bloque les joueurs tunisiens pour percer au niveau du classement mondial? Est-ce que c'est des limites techniques propres ou l'absence d'une politique fédérale claire? C'est Monsieur Kheder qui nous pose la question. Moi, je pense qu'il y a deux choses. Une qui est la mentalité et l'autre l'organisation. C'est-à-dire la mentalité qui est liée aux joueurs. La mentalité des joueurs, des parents, de l'environnement Oui, et l'organisation. L'organisation, d'accord. ça veut dire à partir du club jusqu'à la fédération, parce que les clubs peuvent faire et ils font beaucoup en termes de promotion, en termes de base. Mais quand on arrive, ou si on a des ambitions de haut niveau, il faut commencer à faire de l'individuel, à être maximum 2 sur le terrain. Il faut avoir un suivi qualifié si le joueur montre quelques qualités au-dessus de la norme. Et là, c'est la fédération, c'est un centre fédéral qui doit D'accord. rassembler les meilleurs. Parce que si je m'entraîne, mais à côté de moi, j'ai trois, quatre autres qui jouent un peu moins bien et qu'ils voient qu'ils n'ont pas le même, La même progression. la même Oui. la même progression, ils ont une mentalité plutôt orientée à jouer au lieu que s'entraîner. Donc, c'est ça. Les académies, par exemple, normalement ne fonctionnent pas bien d'un point de vue, réel. Mais, mais là-dedans, on peut trouver dans certaines circonstances la mentalité d'un certain nombre de personnes qui veulent se battre pour un objectif, pour aller loin. Parfois aussi, Et dans des grosses académies, il y a des très bons joueurs qui peuvent servir comme exemple, mais pour les Tunisiens, il n'y en a pas besoin, parce qu'il y a déjà Ons et Malek qui sont l'exemple. oui, oui, c'est ça. Mais non, même nous, les académies, on n'a pas la structure des académies en Tunisie. Et c'est ce que je voulais savoir avec vous. Est-ce que les académies en Italie, ils sont intégrés dans le système fédéral ou ils sont des projets privés, mais que la fédération essaie au fur et à mesure de travailler avec eux? En Italie, il n'y a pas d'académie. Peut-être la seule qu'on pourrait appeler comme ça, c'est celle de Piatti, dans le sens que c'est pas un club, c'est un endroit dans lequel il y a des joueurs qui sont orientés au plus haut niveau. Mais là D'accord. aussi, il y a une activité qui est partiellement individuelle, en partie en groupe. Normalement, les académies sont divisées en deux parties. Une partie
dans lesquels ils prennent très bien soin des meilleurs joueurs. Et une autre partie dans lesquelles ils font des groupes et ils font de l'argent. D'accord. Mais les jeunes sont dans l'académie comme ça. Donc je pense que c'est bien qu'il y ait des écoles de tennis nombreuses qui font progresser des enfants et qu'il y ait une sorte de sélection. Et après, les meilleurs doivent être suivis individuellement ou au sein d'un centre fédéral. D'accord, d'accord, très bien. Une autre question, quelqu'un, voilà, il vous demande si vous avez des conseils pour les coachs. Voilà, pour les coachs, on a parlé pour les parents, on a parlé un peu du système fédéral et tout. Pour l'organisation, qu'est-ce que vous pouvez conseiller les entraîneurs pour qu'ils puissent faire monter des joueurs à un niveau supérieur? Alors, dans le monde, tout évolue. Je conseille aux coachs de continuer à étudier, à se former. Une fois la méthode pour enseigner était une méthode classique. Hein. Moi aussi, je suis spécialisé dans l'apprentissage moteur. J'ai étudié longtemps pour comment développer l'apprentissage moteur. Une fois, par exemple, on enseignait des mouvements et ces mouvements devaient devenir plus ou moins fonctionnels au jeu de tennis. Mais c'était fait de mouvements standards. Le service, on fait comme ça, le coup droit, on le fait comme ça, on met le coude là, patin, on se met. D'accord. Maintenant, l'approche est beaucoup plus, ou doit être beaucoup plus finalisée à la performance. C'est-à-dire que c'est la situation qui me fait développer la technique et pas la technique qui s'adapte aux situations. Par exemple, je vous fais un exemple. Si vous enseignez, faire un coup droit court croisé ou faire une attaque en ligne à partir de 3/4 du cours ou faire un coup droit croisé haut lifté, c'est toujours des coups droits. D'accord. Mais il y a une différence dans la technique parce que la situation demande des adaptations. Dans un cas, le mouvement est court, dans l'autre cas, le mouvement est plus grand, dans l'autre cas, le mouvement est plus vers l'avant. Donc, il faut développer l'enseignement à partir des situations tactiques pour développer la technique et pas l'inverse. Oui, je comprends. C'est-à-dire, il faut beaucoup plus de souplesse sur ce volet technique. Beaucoup plus de souple. C'est pas de la souplesse, c'est d'y arriver d'une autre façon. Ce qu'on appelle la pédagogie inverse ou non linéaire. Très bien, très bien. Oui, oui, je comprends maintenant. D'accord. Moi, quand j'étais jeune, je jouais parfois, si vous vous rappelez très bien, je jouais avec Hans quand vous l'avez coaché. Oui, Vous étiez je me rappelle, vous étiez très, très calme sur le terrain. Est-ce que c'est votre comportement ou vous conseillez les entraîneurs d'être calmes sur le court parce que parfois les entraîneurs, ils s'en vont avec le joueur, ils s'énervent un peu. Et ils sont un peu trop exigeants parfois avec les enfants, les petits. Comment vous pouvez les conseiller dans ce sens-là, leur comportement sur le terrain? Si on part du principe que le but d'un coach, d'un entraîneur, c'est de tirer le mieux du joueur qu'il a en face. Alors, le coach ne doit pas avoir une méthode qui est la même pour tout le monde, mais doit trouver la façon pour tirer le mieux de chaque joueur, de se comporter selon lui dans la manière qui convient le plus pour sortir le mieux du joueur. Donc, ça veut dire que si avec quelqu'un je dois être très dur, je suis très dur. Si très exigeant, si j'ai quelqu'un d'autre qui demande plus de souplesse, j'essaie d'être plus souple. Vous voyez, par exemple, je fais toujours un exemple extrême de deux joueuses que j'ai entraînées. Quand j'entraînais Kanepi, en pré-saison, l'entraînement durait 7 à 8 heures par jour.
entre tout, hein, préparation physique, tennis, kiné, et tout, c'était 7-8 heures par jour en pré-saison. Là, Avec, vient de, là, on vient de répondre à la question de M. Azdin. Il nous a posé la question combien d'heures de travail par jour pour un joueur professionnel. Voilà la réponse. avec 11, plus de 4 heures par jour, c'était impossible. Parce que son niveau baissait. D'accord. Elle donnait son mieux là. Donc, moi, si j'ai en tête que l'idéal pour un joueur professionnel qui fait que ça toute la journée, c'est de l'entraîner 6 heures par jour, je ne fais pas l'intérêt du joueur. Je fais l'intérêt de ma méthode. De ma conviction. Voilà, de mes convictions. De ma conviction. Donc, je dois être souple et reconnaître. Après, le meilleur entraîneur du monde, c'est comme le meilleur joueur du monde. Et celui qui se trompe le moins. C'est pas celui qui est parfait. Oui, d'accord. Ok. Avant que je vous laisse le mot de la fin, Monsieur Luis Souza, qui était l'invité avec nous la semaine dernière, il vous passe le bonsoir. Monsieur Luis. À celui oui. de bonsoir. Merci. Avant de finir, est-ce que vous voulez dire quelque chose à propos de ce petit débat, à propos du tennis tunisien? Est-ce que vous avez des conseils? Est-ce que vous avez des recommandations pour la Tunisie et surtout pour la fédération pour qu'elle puisse évoluer dans le tennis? Bah, si la fédération ou quelqu'un me demande, je donnerai des conseils sur la base d'une situation qu'actuellement je ne connais pas très bien. Donc, je me dis, dans ma conviction, il faut qu'il y ait un directeur technique qui ait des pouvoirs, un budget et qui ait le soutien de la fédération. Il faut que le centre technique revienne à être rempli d'accueillir des joueurs qui ont une mentalité et une ambition d'aller vers le haut niveau, et aux entraîneurs de continuer de se former. Et je termine en souhaitant le mieux à tout le tennis tunisien et à vous qui faites cette œuvre, je pense, méritoire de continuer un peu à stimuler ceux qui vont prendre des décisions. Merci. Merci. Juste avant de finir, Monsieur Loca, je me suis rappelé maintenant. À quel âge, d'après vous, on peut faire la détection des jeunes et les faire intégrer dans un centre national? C'est-à-dire le faire sortir de son club et le ramener à peu près à la tranche d'âge qu'on doit faire ce passage-là. Moi, j'avais commencé à ramener au centre national 2 jours par semaine. Le reste, il restait au club. Des jeunes de 10 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Bella Luna, Waka, ces joueurs-là, qui par la suite ont réussi à un niveau correct, au moins chez les juniors. Après, je ne sais pas, je ne connais pas leur parcours. Oui, ils étaient des champions d'Afrique, ils ont fait un bon parcours. Ils sont allés en Amérique après. Commencer à 10 ans à les rassembler quelquefois ou avec une fréquence qui ne soit pas complètement les enlever des clubs. Hein. D'accord. Mais à partir de 10 ans, après, il faut aussi qu'ils le méritent. Hein. Moi, je me souviens que quand je suis arrivé au centre technique, on m'avait dit, il faut faire l'équipe de moins 12, moins 14, moins 16, moins 18 parce qu'il y a les championnats d'Afrique. Et moi, j'ai dit, dans un centre technique, on essaye de prendre et d'accompagner les joueurs qui le méritent, qui ont un potentiel à exprimer. Si chez les moins 16 filles, on n'a personne, et on ne va pas prendre de filles juste pour remplir les terrains. On va prendre un peu plus où il y a de la matière, parce que le but d'un centre technique national, ce n'est pas le but d'un club de faire de la formation pour tout le monde. C'est pour d'accompagner ceux qui ont des ambitions et un potentiel orienté au plus haut niveau. Très bien. Donc, parfois, il faut être un peu impopulaire. Il faut être sélectif. Il faut faire la sélection.
Oui, c'est ça. Si on a des responsabilités, il faut les assumer et faire en sorte de faire le mieux, pas pour faire plaisir ou faire du mal à l'un ou l'autre, hein. Mais un directeur technique doit faire l'intérêt du tennis national, Normalement. normalement. Aussi comme le président, comme le secrétaire général, comme tous les membres du board. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Luca, pour ce très beau temps qu'on a passé ensemble. Je vous Merci, remercie. Aïchek. Aïchek. Donc, pour le mot de la fin, quelles sont vos perspectives pour les prochaines années dans le tennis? C'est toujours aider des jeunes à réaliser leurs rêves D'accord. et de passer un peu plus de temps avec la famille parce que Le ça tennis, il prend beaucoup commence, de temps. ça pèse de plus en plus et donc ça aussi c'est important. Quand vous êtes près de Tony Nadal et de Rafa, est-ce que vous avez une idée sur son retour sur le circuit, son état et tout, Oui, non? oui, 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 il va rentrer en début d'année à Brisbane. Ah, très bien. Il va recommencer à Brisbane. Djokovic, il va l'attendre avec impatience. Ouais, je pense que tout le monde va l'attendre avec impatience. Lui aussi, je pense qu'il s'attend avec impatience. Il veut voir à quel niveau il peut encore s'exprimer. D'accord. Ça va peut-être, ça sera probablement sa dernière année. Mais je Oui, pense qu'il veut essayer de voir s'il est encore compétitif pour jouer quelques tournois importants. Si ça arrive, s'il va perdre, à mon avis, 2-3 fois de suite au premier tour, il ne va ça pas va être rester difficile. longtemps. Ouais. Mais je ne sais pas comment il est physiquement. Mentalement, il a envie. Physiquement, il faut voir s'il arrive à tenir le rythme du tennis moderne qui sont de plus en plus demandeurs. Vous l'avez vu ces derniers tournois, les ATP Finals aussi, ça jouait le feu, hein. Oh, même maintenant, il y a le Next Generation en Arabie Saoudite ici. Ah, ça joue bien là, le niveau là. Ça Ça joue joue bien, très bien. ça joue bien. Ça va vite, la balle va vite, de Oh, plus ça en va plus trop vite. vite là. Merci, Monsieur Luca. Donc, à très bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci. Ciao, Merci à tout le ciao. monde. Merci, bye. Bye, Bye bye. bye. Bye.